Bienvenue. Vous allez bien? Oui. Vous vous sentez posé? Ça va bien? Vous respirez? Est-ce que tout le monde respire présentement? Non. Non? Est-ce que tout le monde respire? Oui. Est-ce que tout le monde existe? Oui, existez-vous? Est-ce que vous sentez que tout le monde existe? Oui. Est-ce que tout le monde est conscient? Vous êtes conscient, là, présentement? Conscient d'exister? Oui, non? Pas sûr? Oui? Ça va bien? Bon, OK. Ben, c'est réglé. Je peux m'en aller chez moi. La semaine dernière, en fait, je suis arrivée samedi. Et fait que j'ai pensé à vous autres, mais pas vous autres personnellement, mais j'ai pensé à la rencontre qui s'en venait et je me disais, qu'est-ce que je vais bien pouvoir leur dire sur ce non-événement qui est l'éveil et qui reste du domaine d'une expérience personnelle, en fait, d'une expérience qui est obligée de se raconter avec des mots personnels, avec une façon particulière à soi, même si c'est pas question de soi en tant que quelqu'un. Une impossibilité, comme me disait un de mes amis avec qui je parle de temps à autre, qui me disait que c'est une belle impossibilité d'essayer de témoigner ou de parler d'ouverture de conscience ou d'éveil de la conscience. Parce que c'est un peu extérieur à ce qu'on vit comme personne humaine, ou comme personnage, un mot qu'on entend souvent ou que vous entendez ou que vous lisez peut-être de temps à autre dans les livres ou sur les réseaux sociaux, ce genre de choses-là. Et parler d'un phénomène comme une expérience d'éveil, c'est l'image qui me revient parfois, c'est que l'éveil, c'est une expérience qui te fait sortir de la boîte, mais que tu possèdes juste la boîte pour en parler. Ça fait que c'est une impossibilité dans les termes. C'est vraiment quelque chose qui est complètement frustrant pour la tentative de divulguer quoi que ce soit là-dessus. Et je suis toujours surprise à chaque fois. J'ai fait une rencontre le 29 décembre dernier, chez moi, pas loin de Québec. Et je racontais comment est-ce que c'était limite un peu frustrant pour la tentative de témoigner quelque chose qui se dit pas et d'avoir des gens qui sont potentiellement toujours en attente un peu parce que on s'en rend pas toujours compte, mais comme humain, on a une attente on a un but, hein, je veux dire, l'être, exister, c'est avoir un but. L'existence, c'est un but. Et cette machine-là de but, elle va toujours par en avant, elle est toujours en recherche. Venir au monde, c'est une recherche, c'est un but. Et quand l'éveil casse ce but-là et que les attentes disparaissent, c'est que t'as pas ce qu'il faut pour en parler parce que c'est encore en étant les mots et ce que tu pourrais faire pour en témoigner se situent, eux, dans le déroulement, dans ce qui fait partie du but. Mais quoi qu'il en soit, on est là, donc... Fait que je vais être curieuse aussi, c'est certain, de répondre à vos questions et surtout de connaître où vous en êtes, de voir quelles sont vos curiosités, qu'est-ce qui vous amène d'abord ici, ce soir, à ce petit témoignage-là. Peut-être que des gens parmi vous connaissent un peu déjà l'histoire de Christine, peut-être que d'autres non. J'ai toujours été toute petite, en fait, je demandais à ma mère, je disais à ma mère que c'était illogique
que si Dieu était aimant, qui a permis à son fils de se faire crucifier. Je ne comprenais rien dans cette histoire-là, mais je voyais déjà que ça n'est pas la route. Et j'avais déjà un questionnement, une recherche. En fait, la recherche spirituelle est arrivée très tôt dans ma vie. À l'âge de 9 ou 10 ans, j'avais des visions, toutes sortes de trucs comme ça, des rêves lucides, des choses qui font partie des phénomènes de la conscience. Et ma recherche spirituelle a démarré, j'avais 9 ou 10 ans à peine. Elle a toujours été présente jusqu'en 2010. Donc, je suis née au monde en 66, tu peux faire le décompte, ça fait 40 quelques années que ça a duré assez longtemps. Et en 2010, après la énième rencontre, parce que j'ai fait à peu près tous les trucs de croissance personnelle d'abord pour améliorer le personnage que je croyais être, là, pour améliorer la personne parce que j'étais souffrante, malheureuse, toutes sortes de trucs. J'ai fait très tôt dans ma vie, j'ai fait toutes sortes de trucs pour améliorer ça, pour tenter de me connaître. Et en 2010, suite à une énième rencontre, il s'est passé un choc incroyable qui a fait en sorte que j'ai arrêté de me croire. J'ai arrêté complètement de me faire confiance. Je m'étais déplacée dans une ville pour rencontrer quelqu'un. J'avais mis tous mes espoirs dans cette rencontre-là. Parce qu'inconsciemment, j'étais certaine que la personne que je rencontrais, qui était un sage, qui allait être là en avant de moi, allait valider une démarche spirituelle que j'avais. Je me pensais sur un chemin d'éveil, donc j'avais une démarche. En fait, c'est pas tout à fait juste. L'éveil ne faisait pas partie de mon vocabulaire. Je ne savais pas ce que c'était. Je faisais partie, dans ma tête, c'était j'améliore qui je suis, je vais m'améliorer, avoir une plus grande ouverture pour moi-même et tout. Et la personne qui était en avant de moi, ce soir-là, je lui ai fait confiance en lui posant une question. Avec toutes mes tripes, j'étais vraiment engagée dans la confiance que je lui faisais. Et c'était à propos de Dieu, rien de moins, ma question. Et elle m'a répondu, « Tu as une très mauvaise conception de ce qu'est Dieu. » Et venant de cette personne-là que je prenais, qui était pour moi vraiment une sage accomplie, ça a été un choc. D'abord, j'ai passé le restant de la soirée à shaker sur ma chaise tellement que je me sentais humiliée puis je me sentais mal. Et quand je suis sortie de là, j'étais vraiment dans tous mes états. Ça a été un choc tellement... J'avais tellement confiance en cette personne-là et en la sagesse qu'elle vivait que ce que ça a fait, c'est que j'ai perdu confiance en moi. J'avais plus en moi la possibilité de me croire quand je me disais « je vais aller faire cette rencontre-là, je vais aller et ça va ». Donc, ça a été un anéantissement total qui a duré plusieurs jours, avec un pic où là, j'ai eu l'impression de venir folle et tout, et ça a été vraiment... c'était vraiment catastrophique et je le sentais physiquement, je le sentais par des visions de trucs qui tombaient, de la route se défaisait, parce que je devais conduire, moi, pour m'en revenir chez moi. Et les jours qui ont suivi, il y a eu ma chambre à l'intérieur s'est écroulée. Ça a été vraiment magistral. Là. Ça a été vraiment de perdre des balises intérieures, des structures qui étaient fortes, qui tenaient là depuis l'enfance et qui étaient vraiment des balises fortes. Et ça m'a laissé, pendant un très long moment, en état de présence, vraiment complète, vraiment qui était vraiment le fameux « il n'y a personne », pour ceux qui sont familiers avec les nombreux langages des réseaux sociaux et de tout ce qui est non-advaita, non-dualité. Moi, je suis tout mêlée là-dedans, je vais vous le dire tout de suite. Je suis pas particulièrement bonne pour démêler ça parce que j'ai ni religion, j'ai ni bagage. Je sais que j'ai des amis qui savent c'est quoi le côté bouddhiste, comment eux voient, comment que Bouddha vivait l'éveil, comment comment ça se positionne dans l'hindouisme, Moi, je connais rien là-dedans. Fait que j'ai un peu pataugé après ce qui m'est arrivé pour essayer de comprendre et voir. Et là, j'ai eu des termes et des choses que j'ai acquises en lisant puis en faisant des rapprochements avec ce que j'étais en train de vivre. Mais sinon, je connais pas les différents mouvements puis qu'est-ce qu'ils veulent dire vraiment. Mais ce que j'avais reconnu, par contre, c'était vraiment cette présence-là immense qui faisait partie de moi. Et ça a été un cheminement. J'ai fait l'erreur de croire, après un certain temps, que ça y est.
J'avais découvert ce que les gens appelaient l'éveil. J'étais devenue éveillée. J'ai fait cette erreur-là sans même m'en rendre compte. Comme je vois très souvent faire comme erreur, j'étais convaincue que c'était enfin pour le restant de mes jours, puis jamais j'allais avoir de problème. Cet état de présence-là, qui est tellement forte et intime en même temps, avait procuré un état de conscience tellement clair et tellement détaché que le monde ne me concernait plus. J'avais vraiment l'impression que c'était moi et la conscience claire dans une espèce de retrait bienfaisant, un peu comme une espèce de béatitude retirée des choses, et les gens et le monde étaient en avant de moi, donc faisaient partie de quelque chose qui ne me concernait pas, ou en tout cas très, très peu. Évidemment, dans cet état-là, les émotions étaient pas présentes, ou à peu près pas, ou bon, c'était facile de mettre tout en distance parce qu'il y avait vraiment une distance. En fait, ce premier événement-là a vraiment comme pris un état de conscience et l'a détaché du monde du rêve d'être quelqu'un, comme tout ce qui composait le personnage Christine, si on veut, ce que je pensais que j'étais, ces chambranles-là, ces structures-là intérieures et ces mécanismes-là qui étaient en place depuis mon enfance. Comme ça s'est écroulé. Il y avait ce qui restait à voir et ce qui restait à travailler à partir de ça n'était pas encore conscient, parce que j'étais vraiment... Je vois ça un peu comme des étapes. C'est comme si j'étais arrivée à une étape où là, toutes des structures s'étaient défaites et je pouvais me reposer un certain temps dans ça. Mais il s'est produit le fait que j'ai pris cet événement-là, cet état-là, pour quelque chose qui était permanent et qui durerait à jamais. Mais dans le monde de la manifestation, rien. Rien ne dure jamais. Est-ce qu'on m'entend quand même? Ah, c'est génial. Vous avez un petit fil, là. Fait que Philippe n'aimera pas trop le petit fil. On va essayer de le dissimuler. Dans le monde de la manifestation, rien ne dure. Alors après ça, moi, j'étais comme un peu partie pour la gloire dans mon être intérieur qui était un peu en effacement et qui était... C'est très bienfaisant. C'est vraiment une béatitude de se retrouver dans cet état-là, parce que la première affaire qui disparaît, c'est la souffrance. C'est les émotions qu'on est capable de mettre de côté, qui ne nous concernent plus, parce qu'on pense souvent que le côté émotif vient avec qui on pense être, le personnage et ses souffrances, mais pas que. Parce qu'il y a aussi des ressentis, des sentiments, des sens qui n'en sont pas. Il y a vraiment toutes sortes de choses qui se passent dans le corps, dans l'esprit, dans la conscience. Et donc ça, c'était détaché parce qu'il y avait beaucoup de choses côté émotion qui se présentaient plus. Il y avait vraiment des structures qui n'étaient plus là. Après, je vous dirais peut-être 1 an ou 2, ça c'était en 2010, aux alentours de 2011, début 2011, mi-2011, j'ai commencé à revoir des structures apparaître, dans le sens où je me voyais réagir à des situations. Je me voyais me fâcher pour des affaires, je me voyais... ça a été tranquillement, puis ça a été de plus en plus souvent pour que je fasse « ben qu'est-ce que c'est ça? » Et là, voir les allers-retours de la présence, me rendre compte que comme si je pouvais la perdre, mais en même temps... Et il y a eu une période de confusion qui a duré plusieurs années où là, je suis venue complètement ragée contre moi-même, premièrement, parce qu'encore là, je m'étais comme un peu fait avoir dans le fait d'avoir cru que ça y était, et là, je n'étais plus capable de récupérer cette présence-là, on va dire, je me demandais ce que j'avais pas fait ou ce qu'il fallait que je fasse pour la reprendre. Alors qu'il n'y a justement rien à faire, au contraire, parce que plus on tente, plus on saisit. Et c'est plutôt de l'ordre de la non-saisie, là. L'éveil, si on peut dire, que de la saisie. Donc, moi, j'étais toujours Et dans cette période-là, il y a eu forcément une grande honnêteté sur ce que je vivais qui s'est installée, parce que là, je ne pouvais plus m'inventer des histoires, parce que j'étais pris avec cette foutue conscience claire qui voit et qui est capable de voir et qui ne peut pas se jouer des tours à elle-même. Donc, toutes les entourloupettes que je pouvais me faire, les affaires qui se passaient, là, puis qu'on dit des fois, c'est pas grave, le déni, la projection, ben non, c'est à cause de ça, ben non, tout ça ne marchait plus. Mais c'est-à-dire que ça pouvait avoir une tentative de marcher, mais c'était tellement vu clair que c'était comme un jeu de théâtre que tu vois, puis tu fais, bon, regarde donc. Et ça permettait de défaire, mais ça permettait aussi de me rendre compte à quel point on peut se leurrer et à quel point
à quel point l'humanité et ce qu'on vit est toujours en partie présent, en partie. Il y avait eu la constatation qui était encore là, qui était énorme, qu'on ne peut pas être quelqu'un. Être quelqu'un dans le sens de, moi j'appelle ça le moi fictif souvent, le personnage, le moi fictif, les structures qu'on met en place depuis qu'on est au monde, ce que les gens nous disent, ce qu'on acquiert comme expérience. On fait une expérience des fois qui est peu banale, qui nous blesse, puis là on fait un constat instantané qui dure une fraction de seconde, qui peut être blessant pour nous-mêmes, genre je suis idiot, ça va toujours être comme ça, c'est comme ça. Mais on a 5-6 ans, on fait ça, on s'en rend pas compte, ça rentre dans la boîte, et le reste de la vie se passe. Les réactions vont être à partir de cette maxime-là qui revient, c'est très inconscient, là, c'est vraiment du domaine de la projection, des nids et ces affaires-là. Et là je voyais toutes ces choses-là qui faisaient partie de mécanismes. Donc, le moi fictif qui est là et la conscience qui était détachée de ça et qui voyait, j'ai été capable de faire un travail pendant les années qui se sont poursuivies pour affiner la façon de laisser faire ça, voir clairement et laisser ça faire sans réagir face à ça, juste en regardant ce qui se passe, puis Et à un moment donné, quand j'ai vu et quand j'ai compris que c'était impossible, que le personnage ne peut pas s'éveiller parce que c'est lui qui disparaît dans l'éveil. C'est le moi fictif, là, ce que j'appelle le personnage. Le moi fictif, ce qu'on pense être à partir de balises personnelles rassurantes, c'est ça qui disparaît. Et quand j'ai vu que ces mécanismes-là sont des tentatives qui sont automatiques dans le monde dans lequel on vit parce qu'on est obligé d'interagir. Le mental est là, les émotions sont là. Et que j'étais capable clairement de voir ça et de laisser ça là. Et c'est-à-dire moins je faisais quelque chose avec ça, plus j'étais en présence. La présence refaisait surface. Et quand je dis la présence, c'est vraiment ce que je suis, là. C'est pas vous plus une présence, on est la présence. Et donc ça prenait place tout seul, de sorte qu'à un moment donné, j'ai arrêté de m'occuper de tout ça. Ça a tombé dans une période où on a eu envie de déménager dans le Vieux-Québec, et moi, j'étais comme presque en campagne, et là, on allait regagner la ville, et j'avais tellement hâte d'aller en ville, parce que moi, je m'émerveille à rien, puis là, je sais que j'allais pouvoir me promener dans les rues, puis l'hiver, les bonhommes de neige. Puis bon, je suis très, très enfant. Moi, je suis restée très, très... et ça me faisait plaisir de dire, je vais être en ville, je vais pouvoir aussi être avec les gens, avoir un réseau, pouvoir prendre des ateliers de toutes sortes, avoir un atelier de peinture, bon. Et j'ai été, à un moment donné, à un état où j'étais satisfaite on va dire, de l'état de conscience, même si c'est un mot que j'aime pas, dans lequel j'étais, et j'étais rassurée, j'étais en présence de moi de façon assez satisfaisante pour que je laisse tout tomber. Ça ne m'intéressait plus, la recherche. J'ai rien décidé. J'ai pas dit, demain, j'arrête, OK, c'est fini. C'est tout seul, j'ai pris conscience que, d'abord que c'est ça. D'abord que... Puis là, évidemment, j'ai fait un peu comme tout le monde, comme vous faites aussi. J'ai lu bien des livres. J'ai regardé, dans cet intérim-là, des années qui ont suivi 2010, j'ai regardé des vidéos. J'étais allée j'ai Stéphane Jourdain, entre autres, que j'aime beaucoup et qui m'a aidé à m'apercevoir qu'il n'y avait rien là. Il faut arrêter d'en faire tout un plat et que ce sont des mécanismes, oui, et que ce sont des mécanismes, moi fictifs, personnages, mais que la conscience fonctionne en les voyant, puis que du moment où tu vois ça, je veux dire, il n'y a pas d'état à atteindre, il n'y a pas... Ça m'a rassurée. Et j'ai vraiment pu passer à autre chose. Fait qu'on est déménagé. Et... à travers ça, il faut que je sois quand même honnête de vous dire qu'il y avait plus la sensation d'être quelqu'un. Le moi fictif, ça, c'était disparu. J'avais de la misère à signer mes tableaux. Je les signais, parce que moi, je suis artiste en art visuel, là, de métier. Je signais mon ranci, mais c'était tellement étrange. Ça l'est encore. C'était comme, je me demandais pourquoi on met ça. Je regardais les autres. Je disais, pourquoi on fait des mouvements sur un tableau pour identifier... ça faisait longtemps que je ne croyais plus à ça. Et donc, ça, c'était déjà... On va dire, je ne vivais plus à partir du moi fictif. Ces tentatives, on va dire, pas de reconstruction, parce que oui, le moi peut se reconstruire, mais ce qui restait à voir de mécanismes et de structures était vu en temps et lieu. C'est tout le temps ça que ça fait.
J'ai appris à ne pas mettre la charrue en avant des bœufs, là, comme dirait chez nous, on dit ça. Je pense qu'en Suisse, on le dit ici, le dites-vous? Oui? OK. Mais c'est ça. J'ai appris à dire chaque chose en son temps dans ce qui a à être vu. Là, c'est bien, on va lâcher tout ça, on va tout mettre ça de côté, mais ça s'est fait sans que je le décide. Et donc, on est déménagé et on s'est installé en ville. Et là, moi, j'ai commencé à faire toutes sortes de choses, puis à me promener, puis tellement que, à un moment donné, en 2015, printemps 2015, j'étais toute seule pour une grande période. Mon chum était parti en voyage d'affaires, donc j'étais toute seule. Et je continuais de faire mes petites affaires, puis aller à l'atelier, puis faire mes choses. Et à un moment donné, je me suis comme aperçue qu'il n'y avait plus rien en moi. Je n'étais plus capable de ressentir quoi que ce soit. Il n'y avait plus de sensations, plus de sentiments, plus d'émotions. C'était pas négatif, là. C'est que c'était vraiment, qu'est-ce qui se passe? Il y avait vraiment un immense trou complètement vide, un immense gouffre complètement vide. Et j'étais hyper consciente. Le sentiment d'être vivant et conscient était décuplé, mais en même temps, ma curiosité était j'essayais de m'imaginer la tristesse, j'essayais de repenser, de me mémoriser des choses pour essayer de voir c'est quoi donc une émotion, puis de le faire venir. Puis j'étais comme, ben voyons, je marchais, je regardais autour de moi, puis j'étais plus capable de ressentir, ni état, ni sensation, ni émotion. Et ce que je savais pas, c'est que là, pendant peut-être la semaine qui a suivi, j'ai exploré ça, j'ai observé en faisant des tentatives pour essayer de ramener ça. À un moment donné, j'ai comme lâché prise, ça a comme... Et là, les 3 jours qui ont suivi ont été vraiment... J'ai pas beaucoup de mémoire de ces 3 jours-là, mais je sais que pendant les 3 jours, je suis devenue une centrale atomique, carrément, un trou noir. Je suis devenue un trou noir. Vraiment, ce creux-là était une centrale énorme. C'était mars, il faisait froid, et je sais que je marchais 10 km au moins par jour, sans arrêt. En fait, tout ce que le corps voulait, j'étais commandée par cette centrale-là qui était le corps. J'étais plus capable d'empêcher le corps de dicter ce qu'il fallait que je fasse. Et pendant 2 à 3 jours, je n'ai que mangé et marché. Et j'ai mangé des quantités effroyables. C'était une centrale d'énergie qui brûlait de l'énergie de façon incroyable. Et je sortais marcher après. J'étais dans un état de conscience immensément grande, même si la conscience, ça ne grandit pas, ça rapetisse pas. Là. Cette affaire-là, ça ne bouge pas, mais ça me paraissait immense. Parce que c'est toujours après, avec l'interprétation, qu'on peut essayer de mettre des mots. Et je me suis étendue, je dormais pas. Je sais que ça m'arrive quand même encore assez fréquemment. Je sais que le corps est en sommeil profond, mais pas moi. J'ai pas dormi pendant 3 jours. Mais je sais que j'étais parfaitement fraîche et dispose en énergie immense. Et le corps se reposait la nuit. Je faisais juste me lever et ça recommençait. Manger, c'était un gouffre. Et ça s'est terminé par un blackout. Carrément. Je ne sais pas ce qui s'est produit. Après coup, ça a été interprété comme... En fait, ça a été déterminant et définitif. Maintenant, je peux dire définitif parce que ça a complètement et radicalement changé mon point de vue. Ce que je dis aujourd'hui, c'est que je peux juste mettre des mots qui sont pas bons, qui sont pas justes, qui rendent pas justice puis qui vont jamais définir, mais je suis allée à la source. C'est que la conscience qui se détache du moi fictif, c'est comme une étape. Mais cette conscience-là, c'est l'objet de perception. C'est aussi ce qu'elle perçoit et c'est ce qui est perçu. Et par le fait même, c'est aussi un objet. Et c'est cet objet-là de conscience qui s'est fondu, incluant son monde au complet, dans ce que j'appelle le non manifesté, parce qu'encore là, il faut bien mettre des mots, l'absolu.
Mais les mots veulent absolument rien dire parce que c'est un non-temps, un non-lieu, un espace où et à partir d'où on ne peut pas être conscient, parce que si on l'était, on serait déjà traversé de l'autre côté. La manifestation, la non-manifestation. Quoi qu'il en soit, c'est comme ça après que j'ai ramené, on va dire, le souvenir de ça. Mais ce que ça a eu de drastique et de complètement changé, c'est que aujourd'hui, j'appelle ça plus, quand les gens m'en parlent, pour comparer avec ce qui s'était passé en 2010, j'appelle ça l'éveil chaud. Parce que, en comparaison avec ce qui s'était produit, c'était un éveil froid. C'était ce qu'on entend partout. Puis ce que je suis certaine que beaucoup d'entre vous le vivez aussi, là, c'était vraiment la conscience qui prend conscience, qui se retourne sur elle-même, qui prend conscience qu'elle existe en elle-même et que toutes ces structures de mécanismes qui composaient le moi fictif, ce n'est pas ce qu'elle est. Et donc, la conscience est le sujet et je deviens le sujet direct, le sujet pur, on va dire. Et ça, quand ça se fond et que ça disparaît dans le non-manifesté, dans l'absolu, bien, c'est que je ne suis pas la conscience, là. Parce que si vous êtes capable de voir le chat, c'est que vous êtes là et le chat est là. Donc, si, en tant que conscience observateur, vous êtes capable de voir vos mécanismes humains, vous n'êtes pas vos mécanismes. Et là, s'opère un détachement. Et là, vous êtes dans les souliers, dans vos bons souliers de la conscience juste qui voit et qui peut voir ces mécanismes et ne pas embarquer dedans, ne pas faire d'identification et rester dans cet état de conscience-là présente. Mais si on recule encore et que ça se fond dans l'absolu, je ne peux plus m'identifier à la conscience, là. Je l'ai vu comme un objet. Je l'ai vu comme faisant partie du grand manifesté. Je l'ai vu comme faisant partie du rêve de la manifestation au complet. Et je ne sais pas si on peut reculer encore plus. Je ne sais pas, parce que j'ai aucune idée. Mais ce que ça a fait, c'est que c'était chaud parce que, voyant mon propre monde, globalement, incluant la conscience présence, qui est le sujet ultime pour expérimenter le monde, mais voyant maintenant que c'est aussi un objet, on va dire, une manifestation, tiens, j'aime mieux le mot, parce que c'est pas un objet, c'est le sujet, la conscience, une manifestation. Moi, ce que ça m'a laissé, ce fameux trou noir-là, puis mon expérience est devenue, je n'existe pas, je suis non manifesté. Et ce qu'on est, c'est la non-manifestation. Être et non-être, là, bien, être, on sait tout ce que ça veut dire. Non-être, ça commence un petit peu plus à être flou, comme quand on veut essayer de le conceptualiser, c'est impossible, là. C'est vraiment le revers, là. C'est comme, ou comme je dis des fois, la non-couleur. Si je vous dis du rouge, vous savez c'est quoi? Mais si moi je découvre une non-couleur, j'essaie de vous la transmettre, j'ai juste les couleurs pour tenter de le faire, ça va mal, mon affaire, là. Parce que j'ai juste la couleur pour tenter de vous parler d'une non-couleur. Je suis déjà pas dans la bonne, je suis pas capable d'aller chercher ce que... Mais le parfum qui reste, c'est un parfum que on est un trou noir. On est vraiment, ça m'a remonté dans le cosmos, là. On est les créateurs avant le Big Bang. On est ce qui permet, on est ce qui crée, ce que crée le manifesté, incluant la conscience sujet 1, je, sans identification, qui va par la suite créer des mondes et des phénomènes et des personnes et des chats et toutes sortes de choses, avec chacun leur niveau de conscience, mais qui est toujours la même conscience, qui l'expérimente de façon différente. Mais là, j'étais comme un peu reculée, là. Ça m'a amené dans la création, on va dire, de ce monde-là. Et pourquoi chaud? Parce que moi, là, dans mon beau trip, d'avoir rejeté un peu le monde parce que j'étais dans la première phase de la conscience qui se retourne, qui découvre qu'elle n'est pas identifiée au moi fictif, que ça, c'était une construction. Donc, elle est pure, en quelque sorte, la conscience pure, directe. J'étais bien, là, j'étais détachée du monde. Je ne voulais plus retourner dans ça, cette affaire-là, moi. Parce que dans ça, il y a des émotions, des états, des sentiments du monde qui peuvent nous taper sur les nerfs. Il y a toutes sortes de choses qui se passent dans ça. Je ne voulais pas y aller. Parce que j'étais bien là-dedans. Là. C'est ça que le chercheur veut. Il veut l'état de paix permanente, de béatitude, de wow, de bonheur, sans avoir le pendant, là. C'est-à-dire qu'on est dans un monde duel, puis ils ne veulent pas la souffrance, mais ils veulent le bonheur, puis c'est une affaire qui est impossible à séparer. C'est comme un biscuit.
Il y a deux côtés, là. On ne peut pas séparer les deux, manger le sang, puis ça va ensemble. Ça fait que ça, c'était froid. Puis quand les fameux mécanismes ont commencé de se repointer, en tout cas, du moins ceux qui n'étaient pas vus, ont commencé de refaire surface, là, ça m'a permis de voir que j'avais pensé que j'avais atteint quelque chose, moi, là, dans la première affaire. Là. J'étais déjà la présence consciente, j'étais séparée des émotions. Ça m'énervait que je vois des choses qui commencent à me faire réagir, là, parce que ça me remettait dans le monde. Mais moi, je pensais que j'avais enfin réussi à faire quelque chose, à atteindre quelque chose qui m'en détachait, qui m'en sortait. C'était pas le cas. C'était un désastre pendant des années, là, que ça, il a fallu que je rentre vraiment en moi-même puis que je m'avoue vaincue, là, parce que ça n'avait pas marché, mon affaire de... Puis en même temps, il y avait le fameux mystère de pourtant... J'y crois plus, là, parce qu'il y avait assez de structures de défaite pour que Christine, ça n'existe pas, cette affaire-là. C'est une histoire qui est complètement... Mais les mécanismes d'attachement, de désir et de saisie opèrent dans la manifestation. Ils ne vont jamais arrêter d'opérer. Rêvez pas à ça, je vous le dis tout de suite. Ils ne vont jamais arrêter d'opérer. Dans la manifestation, il y a du manifesté, il y a de la saisie. C'est normal. L'éveil est plutôt une espèce de tour de passe-passe ou une espèce d'état qui installe un tour de passe-passe ou un geste qui permet de participer à ça en ne saisissant pas ce qui se passe. Puis là, c'est limite, il n'y a aucun mot qui peut l'expliquer, mais ce passage-là, on va dire, dans le fait que l'absolu, ce passage-là où même la conscience n'existait plus et qui m'a mis dans cette affaire-là a fait que c'était mon propre monde. Parce que comme j'avais reculé, on va dire, du plan non manifesté, de ce qui permet la manifestation, c'était ultimement moi qui manifestais tout ça. Moi, pas en tant que conscience, parce qu'elle avait disparu, en tant qu'absolu, en tant que non manifesté. Et là, on prend conscience à ce qui est autour de nous. On prend conscience à ce qui existe. Mais on ne prend pas conscience à tout ça, là, qui était... C'est quoi ça, du vide, de l'air? Bon, c'est sûr, si on l'analyse, on va trouver des molécules, on va dire qu'il y a encore du physique, oui, il y a encore du matériel, mais au cœur de ça, il y a du vide, il y a du rien, il y a du... Et c'est ce qui permet à la manifestation d'avoir lieu. Et mon expérience à moi, c'est ce qu'on est. On n'est pas la conscience et ses manifestations, on est même avant ça. On est ce qui permet le jeu, la conscience première et ses manifestations ultimes après, mais qui sont en même temps. Et ça, c'est chaud, parce que ça m'a redonné le monde que j'haïssais et que je voulais fuir. Parce que la première étape, c'était bien de me rendre compte que j'étais plus en souffrance, puis que là, les souffrances pouvaient revenir. Il y avait des choses à travailler, il y avait des choses à faire, il y avait des choses à... Et cette expérience-là a fait que ça m'a remise dans le monde, mais avec une compassion pour moi-même et pour les autres qui étaient hors du commun, parce que c'était comme... Je dis souvent, le monde, c'est le bébé de l'absolu, c'est son enfant. La manifestation et la conscience, c'est l'enfant de l'absolu. La manifestation, c'est l'enfant de la non-manifestation. Elle ne peut pas le rejeter. Puis moi, dans ma belle expérience de conscience en retrait, là, qui ne voulait plus souffrir puis qui regardait le monde comme pour ne pas souffrir, j'avais un peu manqué mon coup parce que ça, je voyais bien que c'était froid. C'était duel. Je reproduisais une séparation. Et là, je n'étais plus capable d'en produire. La séparation ne marchait plus. J'avais peur des chiens, j'ai arrêté d'avoir peur des chiens instantanément. Je sentais toujours un sentiment d'étrangeté avec les gens parce que ce que tu ne veux pas voir, souvent, tu fais ça comme ça. Puis s'il y a des gens qui ont un potentiel un peu à venir, toucher des cordes sensibles, des choses qu'on ne veut pas voir en nous ou quoi, là, je continuais d'opérer comme une sorte de ça ne m'intéresse pas ou ça. Je n'étais plus capable de faire ça. Ça n'opérait plus. Les mécanismes étaient encore d'autant plus vus qu'ils n'opéraient plus parce qu'ils sont vus comme le rêve de la manifestation. Mais un rêve réel parce que c'est le mien. C'est le rêve de l'absolu. Pour s'expérimenter, l'absolu a besoin de tenter de se sortir de lui-même, de s'extraire de lui-même. Et ça, c'est impossible. C'est comme la non-manifestation. Si elle veut se manifester,
est obligé de faire en sorte de se faire un rêve, on va dire, ou se faire une méthode où elle va tenter de se fabriquer une représentation de ce qu'elle est. Et la manifestation est la représentation, le reflet du non manifesté. C'est comme ça maintenant que ça s'est positionné. Donc, c'était mon propre reflet, mes en scène, mais mon monde complet. Et ça l'a drastiquement changé. Ça n'a pas tout réglé. Ça règle, je me soucie plus si ça doit régler des choses ou pas. Ça aussi, c'est complètement disparu. Parce qu'il reste toujours le sentiment très vif que la manifestation est un plan de conscience, on va dire, est une étape, est un plan, et que ce qu'on est antérieur à ça, parce qu'on est ce qui permet ça. Alors, c'est vu de façon, on va dire, avec justesse. Discernement, c'est ça le mot que je cherchais, merci. C'est vu avec discernement. Et ça n'empêche pas de plonger dedans, ça n'empêche pas de se faire accroire, parce que c'est le fun, là, on est dans une pièce de théâtre. Mais là, c'est pas juste comme si je me fais accroire que, là, c'est que c'est ma pièce de théâtre, et j'ai plus aucun problème à être dedans, puis à vivre ce qu'il y a à vivre dedans. Donc, les émotions qui peuvent, parce que de vivre ça, pas enlever ce que je pensais que l'éveil allait enlever des émotions, puis je vivrais plus de ci, puis ça. C'est pas vrai, cette affaire-là. C'est la plus grosse foutaise que vous pouvez lire partout sur Internet, que vous pouvez... C'est que l'ultime expérience qui est attendue va délivrer des émotions, des sentiments, C'est vrai en un sens, mais c'est très peu vrai en un autre sens, parce que la réalisation qu'on est le non manifesté amène à se replonger dans le monde, parce que où voulez-vous que j'aille à part là? Ce qui reste, c'est le non manifesté, qui ne sera jamais manifesté. Où voulez-vous aller? La seule place possible pour se permettre de jouir de l'expérience au max, parce que dans le non manifesté, on jouit de pas grand-chose, c'est le monde. C'est ça, c'est le monde. Alors, moi, ça m'a fait chou. On revient dans le monde. Et vraiment, ça a été du jour où, quand l'expérience, sur à peu près 3 jours, s'est terminée, ça a été une révélation. Je me suis levée à 4 heures du matin. C'est le premier texte de mon blog. Parce que j'avais un blog antérieur que j'avais tout scrappé. C'était le premier texte de mon blog en 2015 que j'ai écrit à chaud, parce que c'était vraiment comme... OK, là, il vient de se passer de quoi, là? Mon affaire qui a duré de 2010 à 2015, dans laquelle j'étais la conscience pure, qui est détachée de ses affaires, je ne suis personne, il n'y a personne, et blabla, toutes ces affaires-là, là, que ça ne me concerne plus, puis que c'était une belle fumisterie, parce que là, je replongeais à nouveau dans la seule place où je peux aller. Et la seule place où on peut vraiment s'expérimenter et se connaître, c'est là. Il n'y a pas une place ailleurs qui existe en dehors de ce qu'on est, qui fait qu'on peut l'atteindre, puis que tout à coup, là-dedans, on est la paix. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. C'est vraiment ici que c'est possible que l'absolu se connaisse. Et quand je dis l'absolu se connaisse, c'est ce qu'on est vraiment. Et depuis 2015, donc, c'est ce chemin-là qui est là. C'est cette révélation-là qui est là, qui n'est jamais disparue, qui... je me soucie plus... En fait, c'est que là, c'est devenu le fun. J'ai recommencé à aimer vivre alors que j'étais écœurée. C'est clair, là. J'ai commencé à aimer réexpérimenter des affaires parce que là, c'était plus du tout vu de la même manière. Je me suis aperçue que laisser aller ce qui se passe et accepter... En fait, ce qui se passe, l'instant, ce qui est là au moment où ça surgit, ça m'est impossible de l'enlever parce qu'au moment où il est là, c'est qu'il est déjà aimé, il est déjà accepté, il est déjà conçu. Le monde dans lequel on vit est déjà passé. Donc, au moment où les choses arrivent, sont déjà... La solution est donnée d'en haut, on va dire. Là. C'est comme dans la non-manifesté que c'est un jet ici. C'est comme un flux, c'est une pulsion de création. Donc, ce qui arrive là, qui je suis pour le juger, c'est déjà accepté, c'est déjà là. C'est juste le personnage fictif avec ses mécanismes de toutes sortes qui peut dire « Ah non, pas ça, c'est pas ça que je voulais de ma vie ».
Mais fait que donc, c'est devenu une pièce de théâtre où on regarde ce qui se passe parce qu'il ne peut pas avoir autre chose que ce qui est en train de se passer. Puis on en participe. Parce que si j'en participe pas là, je vais aller où? Je vais faire quoi? Il n'y a rien d'autre. C'est ici que ça a lieu. L'absolu est ici. Vraiment, vraiment, vraiment. C'est pas une façon de parler, c'est vraiment concret. Et là, je vous dis ça, puis je suis parfaitement consciente que peut-être que la merveille de ce qu'on est étant ce qu'elle est, il y a peut-être même encore quelque chose dans l'arrière, là. Je sais pas, moi. Et là, je vis ce que je vis là. Et ce que je vis là, c'est que on est carrément l'absolu non manifesté qui se connaît en tant que manifestation, son reflet parfait. C'est ça le non-duel. Le non-duel, c'est pas 1 + 1 fait 2, c'est vraiment tout ça se collapse ensemble et il n'y a plus aucune différence entre être en retrait dans la présence, dans une espèce de recul de conscience pure qui est plus tranquille, ou être plongé dans le monde en train de faire quelque chose puis d'avoir un sentiment que c'est désagréable ou qu'il se passe de quoi, avoir une émotion qui est là puis qui passe. Il n'y a plus aucune différence pour moi. Aucune. Je m'en fous complètement. Je vous jure vraiment, là. Demandez à mon chum qui est là, ça va pas chez nous, je vais pitcher les affaires, je viens enrager. Je m'en fous, vraiment. Parce que je participe de la pièce de théâtre qui est devenue une affaire, qui est devenue viscérale, si on veut, mais qui est devenue en même temps un rêve parfait, parfaitement réel. Il y a un paradoxe qui est là, qui va toujours l'être, qui est un mystère énorme que je ne pourrai jamais expliquer, parce que c'est un rêve réel. Mais c'est ça, c'est comme... Et c'est ça, c'est là. Le chemin se poursuit, parce que oui, il y a des choses qui apparaîtront plus jamais. Il y a des structures qui apparaîtront plus jamais. Il y a des choses, des fois, que la vie nous réserve, qu'on est surpris, puis on fait « Ah, regarde donc, il y a telle affaire. » Là, c'est drôle, parce que tu le vois pas de la même façon, puis tu sais parfaitement que c'est un mécanisme qui passe, puis qui... et là-dedans, la présence fait, on va dire, sa job de non-saisie, parce que ce qu'on est ultimement, ce non-manifesté-là, ne saisit rien. Il se projette dans la manifestation, il devient manifestation, il jouit de ça, mais il ne l'agrippe pas. Il ne peut pas le faire. Il ne peut pas le faire. C'est impossible. Alors, c'est comme la non-saisie s'installe, l'espèce de lâcher-prise, on va dire, mais qui n'est pas un lâcher-prise fait par quelqu'un qui dit « Bon, mais là, il faudrait que j'arrête de m'en faire. » C'est vraiment comme... Et ça se fait dans la mesure où c'est l'acceptation à ce qui est, tout en participant pleinement de ce qui est. Fait que ça, c'est ce qui se passe. C'est, pour ceux qui connaissent, qui m'ont parlé du blog tantôt, c'est ce qui s'écrit depuis 2015 et qui se vit. Ça fait que c'est... quand on me demande de faire des trucs comme aujourd'hui, ce soir, ben c'est vraiment l'élan qui parle. Mais là, l'élan à devenir à Paris, c'est dur de dire non. Parce que ça fait très différent, puis c'est ça. Alors, je sais pas où vous en êtes, ou vous êtes ici ce soir. Moi, c'est le fun parce que j'aime rencontrer les gens, de parler de leur expérience aussi, de voir qu'est-ce qui se produit pour eux. Ça fait que c'est... si vous avez des questions, s'il y a des interrogations, s'il y en a qui me connaissent aussi déjà, puis qui ont lu des trucs, puis qui veulent avoir... C'est bien le silence. Bonsoir. Je suis là. Ah. Alors, j'ai une question. Est-ce que... Alors, vous vivez pleinement maintenant la présence, en fait, le manifester. Est-ce qu'il y a parfois des angoisses par rapport à ce que vous avez expérimenté dans le non manifesté, c'est-à-dire si je sors même si tout est lié, mais d'une certaine manière, vous êtes présente à ce qui est. Si ce qui est disparaît, est-ce qu'il y a une angoisse? Est-ce que vous avez l'angoisse de sortir du manifesté? Non. Non. Non, moi j'aimerais que ça disparaisse, même si j'aurais un choix à faire, là. J'aimerais qu'on revienne au non manifesté. C'est comme
Je lisais un livre dernièrement qui parlait des... Bon, parce que beaucoup de scientifiques se cassent la tête à propos du Big Bang, là. C'était-tu un Big Crunch? C'était-tu une expansion? Ça va redevenir un affaire... Bon, ils savent pas, puis ils sauront jamais de toute façon. Mais moi, je trouve que c'est une belle représentation, ça. C'est que ça me fait comme là, on est en expansion. On est l'absolu qui a désiré, on va dire, s'expérimenter, puis qui n'a pas pu faire autrement que de tenter de s'extraire de lui-même, donc de se faire apparaître en manifestation. Et là, ça serait le Big Bang. Et un jour, il va peut-être avoir le chou. Et ce retour-là va faire que là, on n'est plus conscient d'exister. Mais ça, c'est la vraie paix. C'est ce qu'on est. Moi, j'aimerais que ce soit ça qui revienne. Mais là, ça a l'air que c'est pas ça. C'est correct. Mais je veux dire, à choisir, là, si demain, je pourrais dire, OK, là, c'est moi qui ai le piton, puis ça va revenir tout de suite, là, je préférerais. J'apparente ça beaucoup au sommeil profond. Moi, quand je dormais beaucoup, j'ai toujours aimé dormir. J'ai toujours aimé disparaître dans le sommeil profond. Puis je me souviens beaucoup de journées où je me levais, puis pourtant, j'étais de bonne humeur, je faisais mes affaires, puis j'étais comme, j'ai hâte de retourner là. Parce que j'existe pas. Moi, j'aime mieux ne pas exister. Mais ce sentiment-là m'habite beaucoup, beaucoup aujourd'hui. J'ai très souvent le sentiment de ne pas exister. Alors, c'est correct que j'existe, puis que les deux sont comme, on va dire, une danse qui bouge, puis qui va faire un peu ça. C'est le personnage qui a peur de ne pas exister. C'est avant ces expériences-là d'éveil, ces structures-là qui tombent, quand la conscience commence de voir par elle-même que le moi fictif, la personne qu'elle pensait être et ses structures commencent à s'effondrer et qu'elle peut exister comme sujet ultime sans ces structures-là, c'est ce qui semble disparaître qui porte des peurs de « mais si je disparais, je vais aller où? » Mais c'est parce qu'un personnage du rêve qui disparaît, il va nulle part. Il n'y a pas besoin, vous vous réveillez le matin, puis le personnage du rêve est disparu. Puis vous en faites pas tout un plat, puis vous passez pas la journée à vous inquiéter du personnage du rêve qui est disparu. C'est une belle analogie. J'aime ça, cette image-là, oui. Mais c'est vrai, dans le fond, tous ceux qui se souviennent assez de leurs rêves, là, des fois, on fait des rêves effrayants, je veux dire des rêves effrayants dans le sens, la connotation que c'est véridique est très forte. Puis on se lève le matin, puis comment la distance est énorme, et on se dit, ben j'ai fait un rêve. Puis on n'a pas de mal à admettre que c'était juste un rêve, parce qu'on sent que c'est réel. Mais la conscience pure qui s'est retournée sur elle-même puis qui s'éprouve comme réel sujet, ça fait un peu la même différence. Et sauf qu'il y a un paradoxe qui fait que vu que c'est là que ça se produit, on va participer encore. Ce qu'on n'est pas capable de faire quand notre rêve est fini le matin, on ne peut pas participer encore du rêve. Il faudrait revenir dans un état de conscience, on va dire, différent. Là. Mais c'est la seule... Est-ce que c'est exaltant pour vous maintenant, alors ? Pas toujours. Pas toujours. Non, parce que je m'amuse à... moi, je vous parlais de non-saisi tout à l'heure. Moi, j'aime beaucoup faire comme si. J'aime beaucoup faire semblant. Peut-être c'est dans ma nature petite. J'aimais faire semblant. Je jouais à des théâtres, je faisais des affaires de théâtre. J'aimais beaucoup à faire semblant. Et là... du coup, ça, c'est comme un peu réalisé, on va dire. J'aime ça faire semblant, puis de me replonger dans ce qui se passe. Ça fait que c'est, comme je vous dis, je vis ce qu'il y a à vivre sans le... C'est que j'ai juste ça, l'humanité. J'ai rien d'autre. Je peux pas aller ailleurs. Je peux pas découvrir autre chose, puis je peux pas faire abstraction de ce qui est là. C'est impossible. Ça s'est sorti de moi-même. C'est impossible que j'en fasse abstraction. Ça fait que c'est un lâcher-prise et c'est comme si d'emblée, allons-y, parce que c'est là, de toute façon. C'est vraiment un ce qui est qui fait que si c'est quelque chose de difficile qui se vit, il va se vivre. Puis c'est pas drôle, mais ça peut être drôle 2 minutes après. Je veux dire, c'est ça le monde, hein? C'est vraiment une danse entre les deux. Puis la souffrance, c'est de ne pas accepter cette danse-là. De vouloir le beau, puis de ne pas accepter ce qui va faire mal. Il est juste là, le problème. Il n'y en a pas d'autre. Il y en a un seul. C'est de ne pas accepter que le monde duel, c'est tantôt des beaux coups, tantôt des mauvais coups, puis les deux sont à vivre pleinement. Là, en tant qu'humain, on ne les vit pas pleinement. On vit le beau, on rejette le laid. On est dans une espèce de... Puis on cherche l'éveil, qu'on pense que c'est un événement qui va nous amener juste là. Mais la réalisation ramène ça ici, puis fait que maintenant, tu es plongé dedans. Vis. Vis, parce qu'il reste rien que ça à faire. Et vous disiez que dans votre première expérience d'éveil, enfin si on peut l'appeler comme ça, vous aviez réalisé qu'il n'y avait pas de but, en fait, que c'est dans le manifesté qu'il y a des buts. Est-ce que maintenant vous avez des buts ? Non, j'en ai plus.
Non, j'ai perdu beaucoup de ce que j'appelle la volonté personnelle. J'ai pris conscience, je te dirais peut-être, je sais pas si c'est après ou la deuxième ou après 2015, mais à un moment donné où c'est venu évident, toutes les motivations que j'avais à peindre comme artiste peintre, toutes les motivations secrètes que j'avais à peindre et à exposer mes peintures m'ont apparu au grand jour. Je les ai vues de façon tellement profonde et évidente que j'ai été un certain temps où j'avais plus le goût du tout. Juste parce que j'avais plus l'élan naturel de vie à peindre n'était pas encore là. Et les motivations à peindre, qui étaient des fausses motivations à être appréciées, être reconnues, toutes ces affaires de cet ordre-là, étaient en train d'être vues. Et je suis entrée dans un processus où j'ai laissé ça se voir, mais après, c'est comme s'il y a une espèce d'espace neutre. Et là, il faut que la vie prenne le relais par elle-même quand elle est prête. Il n'y a pas de personne qui décide ça. Donc, l'élan de dire, OK, là, je fais quelque chose par pur plaisir ou par pure passion de le faire, sans qu'il n'y ait aucune connotation de le faire pour que les gens aiment ça, apprécient, pour que je les vende, ça, c'était pas encore installé. Fait que j'ai laissé... Mais ça a été vu, ça. Et quand ça s'est remis en route, la peinture, ça a changé drastiquement. J'ai lâché beaucoup plus les méthodes traditionnelles pour des méthodes numériques. Puis là, je m'amuse depuis ce temps-là, vraiment. C'est plus lourd comme ça me paraissait lourd par moment de faire des expositions, de préparer des trucs, parce que je le faisais pour être aimé. C'est clair, je le faisais pour être apprécié, je le faisais pour être aimé. Ça fait que là, quand j'en fais encore, ça fait encore partie de mes expériences. Mais quand j'en fais, c'est parce que c'est le fun, vraiment. C'est parce que c'est devenu le fun. Merci. Vous mettez votre nom quand même en bas des toiles. Je mets le fameux Morancy. Voilà, ça ne mais... pose plus de problème. Non, je comprends pourquoi. Je comprends pourquoi dans le monde qu'on vit, je dois le faire, je le fais. Je comprends pourquoi. Je comprends que ça peut avoir de l'importance pour quelqu'un qui aime une toile de dire, ben, c'est ça, ça fait partie du jeu comme n'importe quoi d'autre, là. C'est, ouais. Mais ça veut pas dire grand-chose, en fait, ouais. Dans votre expérience, qu'est-ce qui a changé Merci. J'ai oublié de dire qu'il faut dire tu. Moi, il paraît qu'en France, on dit vous beaucoup. Moi, je dis tu. Alors, il faut dire tu. Ah bon, d'accord. Dans ton expérience, qu'est-ce qui a changé dans les relations amicales, dans les relations familiales, dans peut-être ta perception et le retour que les amis ou la famille peuvent avoir? Je te dirais pas, je suis pas consciente vraiment d'un retour, je m'occupe pas de ça, mais la perception, c'est que les gens sont plus étrangers. J'ai perdu le sentiment instinctif de méfiance. Donc, quand je dis perdu, là, c'est relatif. Là. Si je traverse la rue puis quelqu'un me met un couteau là en disant je vais probablement tout faire pour que ça n'en aille pas là. Je veux dire, on s'entend que là, je vais avoir la conscience que cette personne-là peut-être pas une bonne intention. Tu sais, une méfiance, l'instinct de survie. Ça m'appartient pas, là. C'est un instinct qui est mis là, qui fait partie de la manifestation, puis probablement que je vivrais cet instinct de survie-là, puis... mais moi, j'avais une méfiance additionnelle qui fait que j'avais peur des gens. La majorité des gens, quand on rencontre des personnes qu'on connaît pas, puis qu'on va essayer d'établir un portrait en la connaissant un peu, en voyant c'est qui comme personne, puis là, on va se sentir en confiance d'aller un petit peu plus loin et de peut-être de faire des choses ou... moi, j'avais ça, mais vraiment assez fort. Là. Je détestais vivre, moi, de toute façon. Fait que j'aimais pas le monde non plus. Là. Et ça a disparu. Fait que ça fait que t'as souvent le goût de parler à tout le monde. Parce que j'ai comme, on va dire, plus de barrière. C'est comme souvent, il y a des gens qui sont... Comme je me promène beaucoup à Québec sur les quais, où je demeure dans le Vieux-Port, je me promène sur les quais, il y a des pêcheurs, je m'arrête pour leur parler, peu importe c'est qui, qu'est-ce qu'ils pêchent, qu'est-ce qu'ils prennent. J'aurais jamais fait ça avant. Ça, je m'en suis rendu compte après. C'est comme plus fort que moi d'aller vers moi-même. C'est ça, dans le fond. C'est ça, dans le fond. C'est le sentiment d'être séparé qui disparaît, puis qui fait en sorte que ça change ça change la perception des relations. Mais au niveau du retour, je sais pas. Il faudrait demander aux gens qui me connaissent ou quoi, mais en même temps,
J'ai pas beaucoup d'observation pour ça. J'ai pas... C'est naturel. Et bon, j'ai peut-être un beau-frère qui m'a dit que j'avais vraiment changé, puis que c'est... oui, peut-être que... Oui, je sais que j'ai un beau-frère qui m'a parlé de ça, qui m'a parlé qu'il trouvait qu'il y avait quelque chose qui était vraiment différent, puis... Bon, j'ai l'impression que vous utilisez votre propre vocabulaire. Ça veut dire que vous n'avez pas lu la littérature, vous ne connaissez pas la cartographie de l'éveil qui a été faite par différentes cultures. Non, il y a une cartographie de l'éveil, vraiment? Bouddhiste, hindou, etc. Moi, ce qui est arrivé après 2010, j'avais déjà des amis Facebook. Oh mon Dieu, là, c'est loin. Il faut que je me souvienne. Mais bon. Attendez, je n'ai pas encore posé ma question. Hein. Oui, OK, vas-y. Non, donc, en fait, je voudrais vous demander une précision au niveau de vocabulaire pour bien comprendre ce que vous voulez dire. Parce que c'est très intéressant, votre expérience. Par exemple, cette nécessité de passer par le non-être pour accéder à l'être. Bon, évidemment, c'est connu, par exemple, dans la cartographie soufie, depuis très longtemps. Par exemple, Claudio Naranjo en parle, si vous le connaissez, par exemple, lui qui est le fondateur de l'énéagramme. Bon, peu importe. Ah oui, pour vrai? Il faudrait me donner des références après, je suis curieux. Peu importe. En tout cas, ce que vous dites, c'est assez exceptionnel. Ça veut dire que c'est pas dans la néo-advaita, la mode, genre, vous n'avez rien à faire, vous êtes éveillé déjà, et puis... Donc, vous avez effectivement... Vous dites que pour vous, accéder au non-être, c'était essentiel pour, effectivement, être capable vraiment d'accéder à l'être. Oui, vraiment. Là, vous avez dit très clairement, là, je suis impressionné par... Oui, c'est pour ça que j'ai dit que l'expérience de 2015 a été drastique. Pour moi, ça a été celle-là que je pourrais appeler, s'il y a un mot à mettre qui est éveil ou réalisation, ça a été celle-là. Ça a été d'aller dans le non-être, puis c'est bizarre à dire, parce que comment si tu veux te souvenir puis te parler, t'es allé dans le non-être, ça existe pas, le non-être. Je veux dire, c'est comme... Il y a un paradoxe immense qui est là, mais qui fait que c'est ça qui m'a fait accepter, c'est ça qui m'a remis dans le monde de la bonne manière, on va dire. C'est drôle, hein? Et t'as parlé d'Advaita, l'affaire à la mode, là. Bon, il y a l'Advaita qui, disons, en Occident, maintenant, l'Advaita qui est à la mode, disons, un peu partout. Ça, je pense que c'est la première partie que je racontais, que en 2010, la première expérience qui est arrivée, ça a été la conscience qui a reconnu que c'est ce dont apprenait pour elle, Christine, les mécanismes et les conditionnements et tout ce qui était façonné puis qui portait un nom, Christine, qui était le moi fictif, était un rêve, si on veut, qui était illusoire. Ça, c'était aussi le monde qui était illusoire. Ça, j'ai l'impression quand je lis des trucs, mais là, je lis plus. Quand je lisais après coup, c'est ça que je pourrais assimiler à l'Advaita peut-être, ou les discours qu'on entend que la conscience pure, la conscience pure qui se reconnaît comme étant je, sans identification, donc sans l'identification au processus et au conditionnement qui façonne la personne. C'est un peu ça que j'ai reconnu dans les lectures que j'ai faites en 2010 et que... Pour pouvoir vous suivre, j'ai besoin de quelques précisions. Mm-hmm. Donc, quand vous parlez de non-être, est-ce que pour vous, le non-être, c'est identique à l'absolu et c'est identique à la non-manifestation? Ces trois mots, en fait, sont c'est la même chose. J'en cherche un qui est bon. Pardon? J'en cherche un qui est juste. Mais il n'y en a pas vraiment de juste. Tu ne peux pas rendre justice à ça. Mais le non-être, ou l'absolu, ou le non-manifesté, pour moi, c'est ce qui se rapproche le plus de ce que je tente d'exprimer, si on veut, là. Et qui était le passage obligé pour revenir et reconnaître la manifestation, puis être bien dedans, puis... Vous avez sans doute, par exemple, entendu parler de la phrase très célèbre dans le bouddhisme, plus précisément dans le Sutra du cœur, où on dit « la forme et la vacuité sont la même chose. La forme et la vacuité, oui. La vacuité c'est la forme. Oui. Est-ce que dans votre vocabulaire, par exemple, la vacuité c'est l'absolu et le non-être?
Et, par exemple, la forme, c'est la manifestation. Oui, c'est ça. Oui, je dirais oui. Vous dites la même chose, en fait. Oui. Quand vous me parlez de vacuité, je sais que j'ai lu des choses un peu en ce sens-là, et ça m'a fait, c'est ça. Ils ont donné le terme vacuité, là. C'est cette espèce de vide-là non manifesté qui est au cœur des choses et qui le permet, qui permet les choses. Mais en même temps, les choses permettent aussi la vacuité. C'est comme si les deux se sous-tendent et se supportent. Bon, encore juste une question parce que ce que vous dites, c'est magnifique. Moi, j'apprécie beaucoup. Donc, c'est pas une question au niveau de contenu. Mais je veux savoir si vraiment je vous suis bien, ou je suis en train de projeter sur ce que vous dites. Par exemple, la conscience pure, ou ce qu'on appelle, en fait, dans la tradition, par exemple, indo-bouddhiste, quand on parle de la conscience pure, ça veut dire la conscience non associée qui ne bouge pas. Alors que l'attention, par exemple, la conscience qui bouge, c'est la manifestation. Quand il y a le mouvement dans la conscience, alors que la conscience qui est immobile, entre guillemets, disons, c'est un non-objet par excellence. Est-ce que c'est non-objet ou la conscience pure, c'est encore identique à l'absolu, à la non-être et à... Pour moi, c'est encore un objet. Ça provient de l'absolu. Ça veut dire la conscience qui bouge pure, ça veut dire la conscience... Oui, c'est comme une étincelle, c'est comme quelque chose qui s'est produit miraculeusement dans le non-être. Parce que dès qu'il y a conscience, il y a conscience. Dès qu'il y a... C'est un savoir, là. Conscience, ça le dit, c'est une perception, c'est un savoir. Il y a beau être pur et avoir aucune identification, c'est quand même quelque chose qui vient de se produire comme une étincelle qui est là et qui, on va dire, qui se sait, qui sait, c'est vraiment être. Pour moi, c'est la mise en route, c'est le verbe, c'est la mise en route de l'existence. Après devient ce que vous dites, la conscience en mouvement. Après devient, puis je dis après, mais dans mon impression à moi, c'est en même temps. Parce que le temps n'existe pas vraiment, là. C'est conscience, monde, en même temps. Donc là, le percevoir, ou ce qu'on appelle en philosophie la perception, ou le percevoir, ou la vacuité qui perçoit, pour vous, c'est le première manifestation de l'absolu, en fait. C'est ça. Donc le premier objet qui apparaît. Le premier objet qui apparaît, c'est ça. C'est la conscience pure qui est le premier objet qui apparaît. Si on veut l'expliquer comme ça, oui, ce serait le premier objet qui apparaît. Oui, mais avec ces mondes. Et qui est perçu par quoi? Par elle-même. Vous savez que vous existez présentement? Oui. C'est pareil. Oui, par elle-même. C'est par elle-même, c'est encore la conscience. Oui, c'est pour ça que je dis que c'est un objet. Tu parlais du non-être. Tu disais que bon, dans un premier temps, tout au début, tu as compris que la conscience était sujet et pas objet. Et puis après, tu t'es rendu compte qu'en fait, elle était quand même objet, qu'elle apparaissait dans la manifestation. Mais c'est pas... Alors, et maintenant, tu me dis... Alors, je te demande, ça a été perçu par quoi? Qui? Et tu me dis par elle-même. Mais par elle-même. Ah non, OK, excuse-moi. Je pensais que tu parlais de la première manifestation, ce que moi est la conscience pure, la première manifestation, par qui elle est perçue. Ouais. Mais c'est par elle-même, mais elle est produite par l'absolu. Mais non, l'absolu, c'est rien. L'absolu, c'est pas rien, mais c'est un potentiel, mais c'est non manifesté. Oui, mais... Oui, c'est ça, mais c'est non manifesté. Mais comment est-ce qu'il est possible de se rendre compte que la conscience est le premier objet manifesté, pas dans le non-être, C'est dans le mystère. C'est ça le mystère. C'est le mystère qui fait que la conscience s'est fondue dans ça. Ça a duré le temps que ça a duré, l'expérience. Je peux pas m'en rappeler, je peux pas le décrire, je peux pas le définir. Mais en sortant de là, quand la présence consciente est revenue au petit matin, le monde était complètement changé. C'était ce que je raconte depuis 2015. Là. On est issu, on est non manifesté et je suis aussi conscience, là, mais c'est ce que j'utilise. Je suis non manifesté utilisant la conscience pure et ou bougeante. Là, j'aime ça quand vous dites là, qu'elle bouge. Là, mais bon, donc, le mouvement, donc la saisie pour saisir les choses qui se passent, pour façonner une personnalité, pour interagir avec les gens, pour tout ça, c'est de la manifestation. Là. Donc, tu dirais que ta nature essentielle, c'est pas la conscience, mais c'est le non-être. Non, c'est le non-être. Oui, c'est ce que je disais tantôt. Je n'existe pas, c'est le non-être. C'est ça, je le ressens. J'ai jamais arrêté de le ressentir. C'est présence
un ressenti de conscience-présence. Et ça a beaucoup de variantes. Ça va aussi dans le personnage, les choses qui se manifestent. Hein. Le personnage, ça se manifeste quand il faut rentrer en relation avec les gens, la personnalité, la façon de faire qui est différente de tout le monde. Je veux dire, on est chacun unique dans cette espèce de mystère-là. Et le non manifesté. Les deux sont présents. Les deux sont là, les deux, comme la vacuité, les deux sont présents. C'est le sentiment de la vacuité, tout le temps présent, vide, qui n'existe pas, mais j'aime mieux dire qu'il est non manifeste. C'est un potentiel, hein? Avant que le Bing Bang arrive, là, il y avait un potentiel qui s'est... Mais le potentiel, ils sont même pas capables de le trouver, puis ils ont des objets. Là. Moi, j'ai rien. Ça fait que c'est un mystère. Là. Je suis vraiment en train de vous dire qu'il y a un mystère qui est incroyable, mais qui a changé ma vie à jamais, là, parce que ça a changé ma perception, puis c'est après que j'ai découvert, c'est avec des lectures et tout ça, c'est après que j'ai découvert que c'est ce que les gens parlaient, un peu l'Advaita. C'est après que j'ai pu situer un peu, mais j'avais pas de... Puis là, vous me parlez de soufis, qu'eux passent par là, je connais pas du tout. Peut-être que ça va me rendre assez curieuse pour aller voir comment ils en parlent, eux, de cette affaire-là, là. Mais... Tu peux dire aussi un mot sur, tu as utilisé tout à l'heure, tu as dit que la phrase suivante, le rêve réel. Mais c'est que, pour moi, c'est le non-manifeste qui est réel. Et, on va dire, ce qui produit est la manifestation. Mais comme pour moi, c'est le non-être qui est réel, ce qui produit peut pas être autrement que juste une tentative de sa part. Mais pourtant, je suis dedans. C'est une méchante belle tentative, là. C'est très concret, là. Je suis dedans, là. C'est physique, là. Mais en même temps, comme ma réalité, exactement comme le rêve de nuit, comme ma réalité, pour moi, c'est le non manifesté, bien, je le perçois un peu comme irréel, comme un rêve. Je le perçois un peu comme pas ma vraie nature, on va dire, mais qui en même temps, mon propre enfantement, c'est ma seule façon de me connaître. C'est la seule façon. C'est pour ça que pour moi, ça a été drastique que l'éveil, c'est pas un état que vous allez atteindre où vous allez être en béatitude totale. Il n'y a rien d'autre à nulle part que là. Se connaître soi-même, c'est dans la manifestation qu'on a nous-mêmes produite. C'est la seule place. Et là, il n'y a pas, à nulle part d'autre, là, ça n'existe pas. Et ça n'a jamais cessé d'être une évidence, ça, pour moi. Fait que c'est réel, parce que je suis dedans et j'en participe, et c'est même que c'est rempli de curiosité maintenant, et c'est rempli d'émerveillement encore plus, parce que comment ça se peut de faire pareil? Je veux dire, je suis comme tout le temps, mais voyons, comment ça se peut d'en faire pareil? Comment ce que je suis non manifesté a pu produire une affaire pareille? C'est immense, là. C'est comme les scientifiques osent dire, sans rire, que les milliards de kilomètres d'univers impossibles à définir qu'on a est venu d'une graine grosse de même, qui avait une puissance d'atomique inimaginable. Ils disent sans rire. Je veux dire, c'est un non-sens puissant, puis ça fait des sciences. À ce temps, je le comprends, ça, parce que je suis comme, oui, il y a quelque chose de l'ordre de on n'existe pas, notre vraie nature est non manifeste et permet la manifestation, puis les deux vont de pair. Les deux sont inséparables, c'est non-duel, c'est inséparable. Et la différence entre je n'existe pas et je suis? Je n'existe pas non manifesté, je suis manifesté. Présence, je suis. Je suis le sentiment d'exister, le sentiment que je suis ici, j'existe. Et je suis, ensuite je suis Pierre, Jean, Paul, peu importe, je suis, puis là, les définitions qu'on met, hein, je suis père de famille, je suis ingénieur, je suis telle affaire, je suis... Toutes les définitions et les choses qu'on met autour de ça pour s'accaparer l'expérience humaine, pour s'accaparer l'expérience de la manifestation, parce qu'on l'a choisi, ce qu'on fait là, hein, je veux dire, on est l'absolu ayant, tu sais... Le mystère, il s'est produit, puis on ne sait pas comment, mais moi, mon expérience à cette heure d'acceptation de ça, puis qui fait que j'aime ça, c'est que ça ne m'a pas été imposé. J'ai arrêté d'être victime de tout, là, en même temps. Je veux dire, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas quelque chose qui ne peut pas me fâcher ou il n'y a pas quelque chose qui se passe, que je vais, OK, puis là, je vais regarder ça, puis je vais laisser. Mais la croyance au fait d'être victime, ballottée par la vie qui nous arrive des malheurs, puis des victimes, c'est fini, ça. Victime de qui?
Il n'y a personne, là, je veux dire, c'est nous-mêmes non manifestés. Victimes de qui? Il n'y a pas un grand monstre ou un égo ou une affaire qui nous tape dessus puis qui nous fait des malheurs, là. C'est choisi, aimé avant même que ça arrive. En fait, ça arrive parce que c'est choisi et aimé. Ça fait que c'est ça, c'est... Fait que donc, je suis ici et... Qu'est-ce que tu as dit, l'autre, là? C'est la différence entre j'existe et Je n'existe... C'est ça. Ben, le maître, être et non-être. Oui, c'est ça. Ouais. parce que souvent on parle de Dieu entre guillemets en disant je suis, si tu as cette absolue. C'est la manifestation. Oui, OK, mais c'est parce que c'est les deux, hein. C'est parce que... Oui, c'est parce que c'est pas un sans l'autre, là. Parce que je comprends que je n'existe pas. Mais est-ce que au-dessus, enfin évidemment après il n'y a plus de mots. Donc, Non, c'est ça. Ben là, les mots sont déjà limites, là, mais... voilà. Dans cette perspective-là, le je suis dont on parle souvent dans la non-dualité, c'est un je suis qui est pas Paul, Jacques, c'est la présence. Le premier, c'est la présence. On va Je dire. suis, c'est la présence. Oui. Hein, c'est pas un tel ou un tel. Et alors, tu en parles bien, mais comment tu places la présence lorsqu'elle n'est plus complètement, comme dans ta première expérience, détachée? Comment est la présence maintenant? C'est la même chose. Parce que, en fait, la seule chose, moi, que j'ai pas vue, ce que j'aurais envie de te dire, c'est que dans la première expérience où il y a eu lieu le détachement, il y a eu une période où la présence était très, très, très forte. Et ça a été vécu pendant peut-être 8-9 mois, assez intense. Et après, c'est plus le sentiment de conscience qui était vraiment très fort et la capacité de tout voir de façon détachée, forte. Et c'est ça qui a persisté au-delà de la présence, je vais dire. Parce que pour avoir présence, à mon sens, maintenant, ça prend le fait de se savoir exister et non exister. Ça prend les deux. Et j'ai lu à un moment donné un truc de quelqu'un, je me souviens plus, qui vit quelque chose de similaire et qui a dit « La présence apparaît quand on est aligné dans l'être et le non-être, quand l'axe est droit, quand on est vertical, quand c'est aligné. Être et non-être, quand il est aligné en soi, ça se révèle par un sentiment de présence, puis en même temps de vide, d'être les deux à la fois. Et je ne sais pas pourquoi ça s'est produit en 2010, ça, mais je l'ai vécu pendant 8-9 mois. Et après, c'était plus de l'ordre de « OK, maintenant, on est détaché, c'est la conscience qui voit. Donc, si je vois les émotions, c'est que je ne suis pas les émotions. Si je vois telle affaire, c'est que je ne suis pas telle affaire. Mais je suis telle affaire aussi. » Tu vois? Mais ça, je ne le voyais pas. Alors, c'est pas tant la présence qui a changé, c'est plus qu'il y a eu l'état de conscience qui a séparé les choses qui est arrivé et qui est ce que tout le monde recherchait, là, que j'ai cru que c'était enfin la paix pour toujours, puis ça a été... Mais la présence, je dirais, c'est la même chose. C'est vraiment pour moi un axe qui permet que ce soit là. Ah oui. Cet alignement entre l'être et le non-être, il se produit, par exemple, quand on s'étonne d'exister, ou quand on se pose la question philosophique, pourquoi y a-t-il quelque chose pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien? Et quand on est dans cet étonnement, immédiatement, le quelque chose devient intensément vivant et présent. Et cette vie, cette présence qu'on peut pas voir mais qu'on ressent, c'est ce que tu appelles le non-être et le non-manifesté. Oui, en fait, c'est que c'est les deux. Tu parles du sentiment d'étonnement. C'est quand... c'est aussi... Je te dirais... Oui, parce que... On dirait que maintenant, le sentiment d'exister est étonnant, alors qu'avant, il était admis. Je veux dire, on prend... Tu vois, il est étonnant. Et il est étonnant parce que j'existe pas, en fait. C'est comme un peu les deux. Tu vois, c'est pour ça que je m'étonne de... Voyons, comment ça se peut? J'existe pas. Comment il peut tout avoir ça, cette affaire-là? Tu te poses pas cette question-là avant, là. Tu te poses pas parce que c'est comme... C'est d'emblée... On est dans un monde, puis on se pose pas de questions. Puis il y a des objets, puis on a un trou, on a de l'air, on a un vide, on a des murs, on appelle ça maison.
ça fait d'autres vides dans l'intérieur. On met une chaise, on met un lit, puis on appelle ça chambre. On vient de faire un autre. Mais pendant ce temps-là, il y a encore de la vacuité puis du vide là-dedans. Là. Il y a tout le temps le vide et tout le temps là. Le non manifeste est tout le temps là. Il permet de mettre les éléments en place. Et là, moi, ça fait que c'est comme si ma perception ici est les versée du côté du non manifesté. Fait que comment ça se peut qu'il y ait tout ça? Tu vois? À mon sens à moi, c'est quand les deux sont comme alignés. C'est quand je m'étonne des deux, puis que je laisse aller ça sans trop saisir ce qui se passe, que je peux vivre le mieux la présence, que je peux le mieux en fait, c'est ce que je suis, c'est ce qu'on est. Hein. C'est vraiment pas quelque chose qui apparaît ou qui est un objet que je ramasse. Là. C'est vraiment, je deviens. On va dire, c'est comme si l'axe se déplace, puis là, ça devient un axe où il y a présence consciente, mais en même temps, comment ça se peut d'en faire la même? Tu sais, c'est... Mais oui, ça passe beaucoup par le sentiment d'étonnement, parce que on peut pas se connaître autrement. Fait que c'est un miracle qu'on a fait là, vraiment. Miracle, c'est le mot, oui. Oui, c'est ça. C'est un miracle, là, vraiment, qu'on a fait là. Et à la fois le non manifesté et le manifesté. On ne peut pas avoir un sans l'autre. C'est ça que Jésus disait, le Père et moi sommes. Je sais pas, il faudrait lui demander pour voir comment lui l'analysait, là. Mais peut-être que lui, si le Père pour lui c'était le non manifeste, oui, mais ce qui est étonnant, puis après ça, je me dis, dans le fond, ça sonne juste pour moi parce que c'est juste le reflet. On a ça comme reflet dans le monde manifesté, la nuit et le jour. En fait, l'être et le non-être, ce qu'on est, c'est pas contenté de faire ça, mais a mis des reflets partout. Le non-duel, c'est ça, là. Le mal, le bien, ce qu'on considère mal et bien, puis qu'on clive, qu'on fait des clivages, qu'on sépare, la nuit, le jour. On a plein de représentations, l'homme et la femme. On a plein de duels pour représenter, mais on s'étonne pas que... On se demande pas si non-être existe. Tu comprends-tu? On prend pas conscience de non-être, mais pourtant, puis on acquiert être, puis on l'agrippe, on le saisit, puis ça va de soi, mais moi, ça a comme... Ça a basculé de l'autre côté, puis ça a fait comme, OK, attends un peu, là, et ça a mis un terme à cesser de me disputer avec le monde, si on veut, de pas l'aimer ou de pas le... Parce que ça a vraiment collapsé. Fait que toutes les histoires que je vivais avant à propos de ne pas être quelqu'un, tu sais, parce que ça aussi, là, dans l'affaire de non-duel ou Advaita, je sais pas, il y a beaucoup une espèce de problématique apparente avec le fait qu'être quelqu'un ou ne pas être quelqu'un, là, comme si c'était une calamité d'agir en tant que moi fictif, de personnage ou d'avoir... Comme c'était une calamité, là, puis tout le monde cherche à prouver qu'il n'y a plus personne là ou que... Oui, ou que, bon, c'est ça l'éveil populaire, là. L'éveil populaire, c'est ça. Je viens d'inventer un mot, l'éveil populaire. Mais l'éveil populaire, oui, c'est ça. L'éveil populaire, c'est ça. C'est de vivre une expérience consciente dans laquelle se défont les mécanismes qui sont pourtant des mécanismes naturels. On ne peut pas être ici si on se forme pas autour de sa conscience des choses qu'on va mettre en place. On ne peut pas fonctionner sans avoir le chaud, le froid, sans avoir un corps. Hein? Faire abstraction du corps, on le voit aussi beaucoup, ça, là, dans ces affaires d'éveil populaire-là. Je suis pas le corps. T'es assis dedans, en tout cas. C'est comme si t'es pas le corps. Ben, c'est vrai, mais c'est que là, sur Internet, puis partout, c'est juste ça, puis c'est pas juste. La justesse, c'est « je suis le corps et je ne suis pas le corps ». Non, je suis pas le corps, mais je suis tout à fait le corps pour prendre conscience que je suis pas le corps. Parce que autrement, sans ça, je ne suis... Tu sais, non-être ne sait pas qui est non-être, là. En même temps, c'est ce qu'on est, mais la seule façon de se connaître, c'est de le savoir par l'entremise du contraire. C'est ça le mystère. Puis c'est le corps, tu sais, fait que c'est comme... C'est ça. L'éveil populaire, c'est ça beaucoup. Là. Il y a vraiment je suis pas le corps, il y a personne, il faut détruire l'ego. On peut-tu... Moi, les gens me demandent comment je fais pour détruire l'ego, comment je fais pour détruire mon ego. Il y a rien à défaire, là. Il y a rien à détruire, il y a rien à... Tu sais, s'il y a de quoi à faire, on devrait peut-être plus l'aimer comme un enfant que le détruire, là. Mais j'ai cru, je veux dire, c'était ça mon trip, là. C'était ça mon trip, puis c'est ça qui s'est en partie vécu dans l'affaire de conscience, qui a détaché, qui a vu des mécanismes. Oui, il y a des mécanismes, puis il y a qui causent la souffrance, puis mais ça a été nécessaire, tu les vois. Ça a été nécessaire. C'est comme un passage obligé. Tu sais? Mais c'est pour ça que j'aime dire, c'est pas complet, ça. Il faut continuer juste d'être
en humilité, en honnêteté face au processus, puis en tranquille. Moi, j'ai eu la chance que j'ai un chum qui voyage par affaires, puis j'ai passé des années tranquille, tout seul. Vraiment. Au début, c'était catastrophique, là. J'étais tout seul avec mon chat, mais ça a été, quand tu es vraiment face à toi-même, tout seul face à toi-même, là, tu n'as aucun autre choix à un moment donné que de te regarder. Tu te plombes une balle ou tu te regardes. Tu n'as pas le choix. Parce que ça devenait... Peut-être que j'avais cette faculté-là de ne pas me mentir, même petite, j'avais ça, tu sais. Mais j'avais pas le choix de regarder. Et ce que je voyais n'était pas drôle, mais j'avais aucun autre choix de dire, OK, il faut vraiment que je me connaisse moi-même puis que j'aille au fond de me regarder. Et ça, je sais plus de quoi, c'était quoi ta question? Je sais plus de quoi qu'on parlait. Oui. C'était nécessaire, c'est ça. C'est ça. C'est un passage, mais qui n'est pas un passage qui n'était pas complet. Il manquait vraiment un pôle qui était comme ça, tu sais, puis je m'étais jamais posé la question, et cette affaire-là de non manifester a rétabli la balance, puis maintenant, il n'y a plus le duel, ça n'existe plus, la dualité, tu sais. C'est un terrain parfait pour la question que je voulais poser, et je te remercie pour ton partage. Ce qui me tracasse et me titille, c'est que justement, qu'est-ce qui s'est passé après 2010 ? Tu parlais là justement du fait que tu étais seul face à toi-même et que ton chum était... Chum ? Oui, on dit ça, un chum, nous autres, c'est quoi ici, c'est un mari, un époux, c'est quoi? Il y a mon cum, j'imagine, mais mon mec. Non, mais qu'est-ce que vous dites, les filles? Vous n'avez pas de chum, c'est quoi vous dites? Un chéri? Ah, OK, ben moi aussi, des fois, je dis chéri. Ben, nous, dans le langage populaire, c'est un chum. SHUM, OK. Et donc, oui, du coup, et avant, tu parlais aussi du fait que tu avais vécu, entre guillemets, cette conscience qui se voit, qui se retourne, et que tu souffrais de ne pas pouvoir la saisir, et qu'il y a eu cette période après 2010 qui était difficile et pénible parce qu'il n'y avait pas la possibilité de saisir ça, que ça te mettait en souffrance. Et ma question, justement, précisément, c'est qu'est-ce que, entre guillemets, tu as fait, ou quelle pratique, si tant est qu'il y a une pratique, ou quelle posture tu as cultivée pendant ces 5 années, et est-ce qu'il y a quelque chose à faire ou pas, et est-ce qu'il y a quelque chose à cultiver ou pas, pour que derrière ce retournement, il y ait encore un dépassement ou un lâcher qui aille au-delà? En fait, à un moment donné, je me suis rendu compte que la seule chose que j'avais qui était le plus réel possible, c'était mon sentiment d'exister. C'était en moi ce qui me fait dire « je vis ». Et c'est très, très, très subtil. Hein? Si tu regardes toi-même, là, puis tu essaies de définir le sentiment d'exister, c'est pas une émotion, c'est pas un état, c'est pas un sentiment, c'est pas une sensation, mais tu sais probablement plus que n'importe quoi d'autre que présentement tu es. Et ça me fascinait comme mystère. Et je me suis comme m'accrochée à ça parce que c'était la seule chose qui me paraissait vraie dans le contexte où tout était en train de se défaire, si on veut, puis que là, tout ce que j'essayais, en plus, je constatais que je m'étais un peu fourvoyée dans cette distance-là, parce que là, le monde commençait à me déranger à nouveau, commençait à m'énerver, il y avait des choses qui relevaient, qui étaient des affaires anciennes, que j'étais comme, qu'est-ce que c'est ça, cette affaire-là? Et j'étais comme, le mental peut vite se perdre, hein, là-dedans, là, ça peut vite devenir une espèce de folie, parce que là, je m'haïssais, je pouvais me taper sa tête, tu sais, là, ben, t'as pas compris, tu t'es leurré encore une fois, c'est très, très dur, psychologiquement, ça peut devenir très pénible, là. Et je sais qu'à cette époque-là, j'ai lu pendant un certain temps, le filon que j'ai eu, c'est Nisargadatta Maharaj, Je suis. Et lui, j'ai saisi quelque chose rapidement, j'ai saisi quelque chose qui était véridique, qui était ça, je suis. Partir de la plus simple sensation d'exister. Elle est là, elle va toujours être là. Le mental, il pouvait dire, ouais, mais à un moment donné, tu vas mourir, puis elle sera plus là. On n'est pas rendu là, on est là. Mais parce que ça faisait ça, là. Ça faisait, ben, c'est pas si réel. Si tu meurs, tu ne saurais pas. Je me ramenais, puis je restais avec ce sentiment-là. Et je me suis accrochée à ça, et c'était toujours quand même doublé du vécu qui était quand même là, que tout ce qui s'était défait me rassurait que je suis quand même pas Christine, là. Même si je comprends pas pourquoi il y a encore des choses qui sont vues et qui sont encore accrochantes, je sais néanmoins que
je suis pas ça. Je peux pas être ces égrégores-là, on va dire, ces conditionnements-là. Je savais, dans une mesure assez profonde et assez juste, que j'étais pas ça. Et ce qui restait, qui se jouait, qui me déboussolait parce que je pensais avoir atteint quelque chose que finalement, j'avais pas atteint du tout, c'était le sentiment d'exister. Je me suis accrochée à ça et je suis restée avec ça. Jusqu'à mon fameux déménagement où là, ça a fait, OK, ça, c'est ma base rassurante. Je vais rester avec et le reste, je m'en fous. Mais ça s'est fait sans que je le décide. Ma base rassurante est devenue à me satisfaire. Puis c'était vraiment le sentiment d'exister. Ça, je le quittais pas. Tu sais, là, je veux dire, tu fais des choses dans le jour. Là, si je te demande si tu es conscient, tu es capable de me dire oui parce que tu prends conscience. Tu t'arrêtes, hein? Ton attention s'arrête sur le sentiment et donc c'est une évidence totale que tu vas me répondre oui, je suis conscient. Mais si tout à coup ça sonne à la porte, tu te lèves, tu vas répondre. De par le temps que tu vas te déplacer, tu vas perdre l'attention sur le fait d'exister. Mais moi, je le perdais pas. Si ça se perdait, je le ramenais. Et à un moment donné, ça se ramenait tout seul. Oui. Ça se ramenait tout seul. Ça se ramenait tout seul. Et je pouvais être perdue, on va dire, là, je pas consciente d'exister, si on veut. Et je me levais tout à coup, je commençais à faire le repas du soir. Ça revenait tout seul. Et quand ça revenait, je ne faisais rien. Ça revenait. Je ne faisais rien. J'avais comme saisi que je devais rien faire. Parce que si je tentais de l'agripper, il y a quelque chose qui disparaissait. J'opérais une saisie. Fait que je détendais. L'attention restait détendue. Et c'était plutôt comme, ah tiens, sans rien faire. Et on aurait dit que ça s'est cultivé. C'est ça qui a fait. C'est à cette étape-là que j'étais quand est arrivé l'épisode de 2015 où là, j'ai pris conscience qu'il n'y avait que ça et j'étais plus capable de retrouver la sensation d'avoir une émotion. Je savais plus ce que c'était. Et là est arrivée l'expérience qui a suivi. Est-ce que ça a amené au non-être? Je pourrais pas dire. C'est... Et je te remercie de partager ça. Et par rapport justement au monde, enfin, ce que tu as partagé entre guillemets sur le fait de plonger dans le monde, après ce recul dans le non-être me parle de ce que tu partageais sur l'éveil froid. L'éveil chaud. Ouais. Le fait de se sentir détaché ou en détachement ou éloigné du monde, enfin, c'est quelque chose qui en tout cas résonne avec moi. Et justement, comment tu vivais dans cette période-là, les affects, les égrégores, tu parlais du monde, et le fait qu'il y ait plein de choses dans ce monde, de mécanismes, de réactions, d'émotions, qui soient là et qui peuvent ramener très vite de l'attachement ou de la tension, de la crispation intérieure, de la frustration, en effet, du fait de se taper dessus, d'avoir l'impression d'avoir perdu un état d'osmose, de paix, de je ne sais quoi. Et donc, comment, entre guillemets, traiter, s'il y a un comment, je sais pas, cette matière-là, toutes ces émotions, toutes ces interactions à laquelle la manifestation nous invite, par le jeu du travail, des relations, etc. Est-ce que, finalement, c'est ma question de fond derrière ça, c'est est-ce qu'il vaut mieux rester, entre guillemets, au contact de tout ça, ou s'abstraire en retraite, en recueillement, pour rester proche de ce sentiment d'exister? Parce que finalement, j'aurais tendance à dire chez moi que tous ces contacts, cette interaction, je ressens pas forcément le besoin d'une part, d'autre part, j'ai l'impression qu'elle me descende ou qu'elle me tire vers l'extérieur. Et du coup, voilà, dans quelle mesure... En fait, j'aurais envie de te dire, ça va t'aider énormément, j'aurais envie de te dire, c'est les deux. C'est les deux. C'est suivre le senti. Parce qu'il n'y a pas de recette. Il n'y a pas de règle, il n'y a pas de formule magique. C'est vraiment chacun... c'est de suivre le ressenti. Il n'y a rien à rejeter du monde, mais parfois, il faut se mettre en retrait. C'est une balance. Hein? C'est vraiment un équilibre. C'est vraiment... si moi, je sens que je suis trop on va dire en amour avec le monde, ou s'il y a trop de compassion, il y a de quoi qui est comme... c'est un retrait qui va s'imposer. C'est le non-être qui va être là. Et je vais respecter ça et je vais faire en conséquence. Si le non-être est trop là, ça va devenir froid. J'aurais plus envie de participer de mon propre monde. Et là, tu comprends? Et ça se fait tout seul. Ça se fait tout seul parce que je suis ce qui se passe. J'écoute ce qui se passe. Tu sais? Fait que c'est vraiment d'aller selon ton propre senti de comment tu le... Tu peux, par contre, toujours te demander la question, est-ce que c'est forcé? C'est quoi la raison derrière ce que tu fais?
Et tu vas tout de suite le savoir si c'est une fausse raison mentale qui te dit, ben tu devrais peut-être participer à ça, ça va te mettre... Tu vois, si tu te racontes des histoires, là, tu vas le voir. Tu vas voir si tu es en train de prendre une fausse raison. Demande-toi pourquoi je le fais. Si c'est le cœur, fais-le. Si c'est pas le cœur, tu vas tout de suite avoir une justification qui va t'apparaître claire. Parce que ce serait bon, ça fait longtemps que j'ai pas vu des gens, là, ça fait un mois, je suis toujours tout seul, il faudrait bien que je vois des gens. Ça dit ça, là, reste chez vous. Tu vois, c'est vraiment d'écouter. Ça a été révélateur vraiment pour moi de dire, là, tu sais, parce que je suivais ce je suis là, ça ment pas, ça vraiment, c'est ce qui va te guider, là, le plus. Merci. Je peux prendre peut-être une dernière question. On est à la toute fin de la période, s'il y en a une. Sinon... Est-ce que le fait d'être artiste, d'avoir été depuis longtemps artiste, ça t'a aidé justement à réembrasser le monde dans son aspect, dans sa beauté, dans son absolue légitimité à être là, manifesté tel qu'il se présente comme une œuvre d'art, justement? Non. Ah non. Non, ça n'a rien changé. Ça n'a rien changé là-dessus. Non. Non, c'est sûr, comme je dis avant, je le faisais peut-être pour les mauvaises raisons. Maintenant, comme il n'y a plus ces mauvaises raisons-là, je le fais moins. Mais quand je le fais, c'est parce que je joue. Vraiment, moi, à ça, je fais plus rien de détestable. Je fais juste m'amuser. Vraiment. Si ça me tente pas, je le fais pas. Je fais juste m'amuser. Alors, c'est le pourquoi, c'est la motivation qui a changé. Mais ce regard-là du monde, qui est vraiment un émerveillement, là, était quand même là. J'ai pas mal toujours été émerveillée, sans trop comprendre, tu vois, pourquoi que c'est là et tout ça. Mais non, je pense pas que le fait d'être artiste ou de n'importe quel